Le nouveau code minier et ses avantages pour les Congolais. Promulgué par le président Joseph Kabila au mois de mars 2018 en pleine année électorale, ce texte continue à nourrir de la polémique dans certains salons politiques jusqu'à ces jours. Il faut dire de l'abord que les grandes entreprises minières l'ont accueilli avec beaucoup de réserve. Elles ont mené des démarches pour solliciter sa nouvelle lecture au sein de l'Assemblée nationale. Elles ont exprimé cette position devant le président Joseph Kabila dans une réunion de plus de 6 heures tenue au Palais de la Nation le 7 mars 2018. Parmi les entreprises qui étaient présentées à cette réunion, nous comptons Glencore, China Molybdenum TFM, MMG China Mine Metals, Invanoe Mines, Zenjin, Randgold et AngloGold Ashanti. Toutes des très grandes entreprises minières dont l'influence au monde est connue. Bien avant cette réunion, Mark Bristow, le patron de Randgold, avait en février 2018 déclaré que ce nouveau code était illégal s'il ne prenait pas en compte la législation précédente, c'est-à-dire celle de 2002. Quelles sont les innovations apportées au code de 2018 qui n'ont pas rencontré l'adhésion de ces miniers? Pourquoi ont-ils manifesté leur réticence jusqu'à menacer de saisir la Cour d'arbitrage de Paris? Faisons observer que si le code de 2002 peut être considéré comme un texte de belligérance conçu en temps de guerre sous la facilitation internationale, celui de 2018 est l'œuvre des Congolais eux-mêmes, conçu sous le leadership du président Joseph Kabila, qu'il a intégré dans une vision globale du développement à la base. Le secteur minier sera soumis à de profondes réformes afin de le rendre plus efficace et d'améliorer sa contribution à l'enrichissement de la nation et des Congolais. Parmi ces innovations, nous notons ce qui suit. 1. Contrairement au code minier de 2002, qui consacrait la perception de la redevance minière par le pouvoir central, qui devrait rétrocéder une quantité aux provinces et aux ETD, le nouveau code a changé de mécanisme de cette collecte au profit des provinces et des ETD, favorisant ainsi leur développement. 2. Si le code de 2002 prévoyait une clause de stabilité de 10 ans pour permettre aux entreprises minières de s'adapter à la nouvelle législation, celui de 2018 dispose que ses effets sont immédiats aussitôt son entrée en vigueur et que la clause de stabilité est réduite à 5 ans. Très globalement, on peut retenir du nouveau code minier ce qui suit par rapport à celui de 2002. Abandon du régime minier conventionnel au profit du seul régime minier des droits communs, soumettant tous les opérateurs miniers aux mêmes conditions. Suppression de la zone exclusive des recherches et de la concession en tant que droit minier et de l'autorisation personnelle des prospections. Une simple déclaration suffit pour procéder à la prospection. Introduction d'une nette distinction entre les conditions d'octroi, des déchéances des droits miniers ou des carrières et les conditions d'opération, c'est-à-dire conditions d'exercice. Introduction des procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait garantissant la célérité, l'objectivité et la transparence. Insertion des dispositions sur les carrières, c'est-à-dire substances minérales classées en carrière. Et la reprise de leur gestion par le seul ministère ayant les mines dans ses attributions. Institution du droit superficiaire par carré et de la redevance minière. Institution d'un régime fiscal et douanier spécifique au secteur minier et d'un régime d'échange applicable à tous les opérateurs miniers. Institution dans les codes miniers des dispositions particulières sur les traitements de rejets miniers et de l'exploitation des petites mines. Institution de deux nouveaux services, service des cadastres miniers, service de l'environnement minier. Obligation faite aux opérateurs miniers d'assurer la protection de l'environnement concerné par l'activité minière et de restaurer les sites après exploitation. Pour ce faire, ils doivent présenter un plan d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement, une étude d'impact environnemental, un plan de gestion environnementale du projet, insertion des dispositions sur le sûreté, c'est-à-dire hypothèque et mécanisme de substitution d'un opérateur minier défaillant. De tous ces éléments, on peut comprendre que si ce nouveau code milite en faveur du développement de notre pays, il n'est pas vu d'un même œil par plusieurs entreprises minières.
Celles qui ont rencontré le président Joseph Kabila le 7 mars 2018 pour demander une seconde lecture de ces codes sont sorties toutes furieuses, alors que la porte ne leur était pas totalement fermée. La manière dont ce sujet s'était invité dans le débat des candidats présidents de la République en 2018 laisse supposer que certains miniers contestataires étaient à la manœuvre, finançant même ceux qui ont répondu à leurs souhaits. Aujourd'hui encore, tout indique que certaines forces sont à la manœuvre pour le sursoir, alors que son bénéfice est très palpable chez les Congolais vivant dans les zones minières. Il est temps que les Congolais se réveillent enfin. Cette vidéo se veut être un outil d'information à la rescousse de notre peuple pour une parfaite intégration de nos richesses minières. Prenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, faisons observer que nos minerais sont destinés à l'export où nous vendons le brut au marché commun réglementé par plusieurs conventions internationales. Mais une fois transformés, nous les rejetons sous forme de produits finis avec une forte valeur ajoutée. Disons-le clairement, en termes de balance commerciale, nous faisons des fausses affaires. Vendre moins cher et racheter plus cher ne peut jamais faire prospérer une affaire. C'est ce que le président Joseph Kabila a révélé dans son discours d'investiture de 2011, dans lequel il a tracé les axes de prise en charge de nos minerais. Il nous a engagés dans un processus où nos minerais devaient bénéficier à la nation. Le secteur minier sera soumis à de profondes réformes, ou en faisant émerger notre pays dans le peloton de tête de pays producteurs de certains minerais stratégiques. Il en est ainsi projeté notamment la révision de certaines dispositions de la loi portant code minier. Comme évoqué précédemment, le code de 2010 élaboré avec les concours de la communauté internationale devrait d'abord servir à lutter contre le minerai du sang. Les différentes rébellions qui sévissaient sur notre territoire utilisaient nos minerais pour financer les efforts de guerre. Ainsi, les codes de 2010 élaborés en marge de l'accord de paix de Sun City pouvaient logiquement inscrire un dispositif qui indiquait une clause de stabilité de 10 ans. Mais à son échéance, c'est-à-dire en 2012, la reconduction d'une telle clause pouvait-elle encore se justifier ? « 2012, l'année où la clause de stabilité inscrite dans le code minier de 2002 correspond au début de la rébellion de M23. Est-ce un fait du hasard que cela arrive 93 jours après le discours d'investiture du président Joseph Kabila, tenu le 20 décembre 2011 ? Quoi qu'il en soit, la détermination du président Joseph Kabila a permis d'arriver jusqu'au bout de la réforme de notre code minier. Mais est-il d'application avec toute la rigueur que l'on trouve dans son contenu ? Voici les atouts de ce nouveau code minier au bénéfice du peuple congolais. Primo, il renforce la transparence et la traçabilité. Segundo, il lutte contre la corruption et la fraude. Tertio, il réduit sensiblement les effets des contrats léonins. Quarto, il renforce la sécurité juridique des investisseurs. Quinto, il contribue à l'amélioration du climat des affaires. Sexto, il favorise le développement à la base. Septimo, il crée un rapprochement entre l'État et ses partenaires miniers. Octavo, il résout le problème des conflits des terres. En plus de tout cela, il faut retenir que la redevance minière est de 3,5% de la valeur commerciale brute des métaux non ferreux, des métaux de base et des métaux précieux. Elle est de 10% pour les minéraux dits stratégiques, c'est-à-dire des minéraux présentant un intérêt particulier au regard du contexte géostratégique. Pour ce qui est de la clé de répartition de cette redevance minière, elle se présente de la manière suivante. 50% à l'État congolais, 25% à la province d'où provient le minerai extrait, 10% à un fonds minier pour les générations futures, 15% pour les populations locales de la zone productrice et les entités territoriales décentralisées. Pour lutter contre les conflits des terres, les entreprises minières dans le cadre de ces nouveaux codes contribuent à hauteur de 0,3% de leur chiffre d'affaires pour le développement communautaire. Pour cela, elles sont tenues d'élaborer un cahier des charges en concertation avec les communautés locales. Cette vidéo vous fait un condensé des avantages du nouveau code minier. Œuvre du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange.
Les Congolais connaissent désormais les raisons de la haine que certains au sein de la communauté internationale expriment envers sa personne. Malheureusement, ils ont leur valet parmi notre peuple, des personnes qui leur servent de relais pour livrer la guerre à cette précieuse réforme dont les effets positifs s'y font déjà sentir sur le terrain. Faut-il leur prêter une oreille attentive ou faut-il résister devant une telle menace? Que chaque Congolais, seul dans sa conscience, réponde à cette question. Par rapport au nouveau code minier, mais je pense qu'il est porteur d'espoir pour la population congolaise parce que vous le savez, la révision a été initiée suite à ce souci-là de faire bénéficier les populations congolaises de leurs ressources minières, donc de leurs richesses, parce qu'il y a toujours cette paradoxe selon laquelle les sols et les sous-sols sont riches, mais les vies de nos populations ne les reflètent pas. Alors il y a des dispositions dans le nouveau code qui ont été renforcées, des dispositions de l'ancien code qui ont été renforcées par rapport surtout à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Il n'est pas du tout normal que l'on trouve des sites miniers ou des endroits où il y a beaucoup d'activités minières et juste à côté, c'est de la pauvreté extrême des populations. Et là, il y a la nouvelle loi qui insiste sur l'existence du cahier des charges entre les exploitants miniers et les populations locales. Donc c'est là un des grands avantages de ce nouveau code. La première innovation, c'est que le nouveau code réhabilite l'État congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes et essaye de sécuriser les investissements étrangers. C'est un code écologique. En lieu et place ce qu'on appelait autrefois l'avis environnemental, maintenant on a affaire à un certificat environnemental, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des études de faisabilité, des études d'impact environnemental. Donc la législation devient un peu plus contraignante vis-à-vis des opérateurs miniers quant à ce qui concerne par exemple la sécurité physique des habitants qui habitent autour du site d'exploitation pour éviter les maladies hydriques, les maladies respiratoires, ainsi de suite. Ce code a essayé également de relever la quote-part de l'État dans des entreprises, notamment la GECAMIN va revoir ses contrats de joint venture avec les 17 sociétés qui ont signé les contrats de joint venture avec la GECAMIN. Les quotas vont aller au-delà de 10%, mais il y aura aussi le partage des productions et en cas de super profit, en tout cas le partage sera win-win, donc 50-50. Alors il y a également, en ce qui concerne l'économie, le fait que l'article 269 a été vraiment renforcé. Au lieu que les miniers puissent rapatrier 40%, maintenant ils ont l'obligation de rapatrier 60%. Pour renforcer l'offre en devises et pour un temps limité, c'est-à-dire le temps que durera l'amortissement de l'investissement. Et juste après cet amortissement, en tout cas, c'est l'ensemble du montant découlant des ventes des matières premières à l'étranger, c'est-à-dire ils doivent rapatrier le 100%, quitte à voir avec la Banque centrale comment ils peuvent récupérer l'argent en respectant bien sûr la législation congolaise. Il faut également